une. Donc, je sais pas, je trouve que c'est mieux d'aller le voir directement au théâtre et ça va reprendre en septembre. Mars 2026. Dans un studio radio parisien, les rires résonnent encore, légers, presque insouciants. Isabelle Mergo parle, plaisante, enchaîne les phrases avec cette voix singulière que toute la France reconnaît. Rien ne semble différent, rien ne semble fragile. Et pourtant, quelque chose échappe. Personne ne pose la question. Personne ne voit les silences entre les mots. Personne ne devine que derrière ce ton familier, une bataille se joue, invisible, intime, irréversible. Pourquoi a-t-elle continué à apparaître ainsi, comme si tout allait bien? Pourquoi ce choix de ne rien dire, même à ceux qui l'entouraient depuis des années? Était-ce une manière de rester forte? Ou une solitude devenue trop lourde à partager? Car ce que la presse révélera plus tard, selon plusieurs témoignages, changera tout. Une maladie, un combat mené dans l'ombre, et une décision qui, encore aujourd'hui, laisse une question suspendue. Que cache vraiment une vie sans scandale, sinon un silence que personne n'a voulu entendre? 11 mai 1958. Paris. Dans une ville encore marquée par les secousses culturelles de l'après-68, une enfant naît loin des projecteurs, loin de toute promesse de célébrité. Rien, à ce moment-là, ne laisse présager qu'elle deviendra un visage familier, une voix reconnaissable entre mille. Et pourtant, dès les premières années, quelque chose la distingue déjà. Une manière de parler, une articulation imparfaite, ce que les spécialistes appellent une dyslalie. Un détail, en apparence. Un défaut, diront certains. Mais dans un monde où la parole est pouvoir, où chaque mot doit être net, précis, maîtrisé, cette singularité devient vite un poids. Selon plusieurs témoignages de l'époque, cette particularité aurait suscité des doutes, parfois des moqueries, souvent des refus silencieux. Car le milieu artistique français de la fin des années 1970 n'est pas tendre. Il exige des visages lisses, des voix calibrées, des présences immédiatement lisibles. Isabelle Mergo, elle, ne correspond pas. Pas complètement. Pas encore. Alors elle commence comme beaucoup d'autres, en marge. Des rôles secondaires, parfois à peine visibles. Des apparitions qui ne laissent pas de traces durables. Le genre de carrière qui avance sans bruit, sans scandale, mais aussi sans reconnaissance réelle. Et pourtant, quelque chose résiste, car ce qui pouvait être perçu comme une faiblesse commence, lentement, à se transformer. Une identité vocale, une signature involontaire, une différence qui intrigue plus qu'elle ne dérange. Mais à ce stade, rien n'est encore gagné. Car une question persiste, et presque cruelle dans sa simplicité. Dans un univers obsédé par la perfection, une femme imparfaite peut-elle vraiment trouver sa place? Ou est-elle condamnée à rester invisible? Et si ce défaut, que personne ne voulait vraiment entendre, devenait un jour la clé de tout? Pourquoi personne ne semblait encore prêt à l'écouter? Au début des années 1980, quelque chose change. Lentement, presque imperceptiblement. Isabelle Mergo ne disparaît pas. Elle insiste. Elle revient. Encore et encore. Dans un paysage audiovisuel en pleine mutation, où la comédie prend une place de plus en plus importante, une opportunité s'ouvre, discrète, mais réelle. C'est dans cet espace que son énergie trouve enfin un terrain, non pas en effaçant ce qui la rend différente, mais en l'exposant. En 1985, elle apparaît dans Les Profs. Et une comédie qui capte l'air du temps, où les personnages sont plus caricaturaux, plus libres, plus imparfaits. Et pour la première fois, cette voix singulière, cette présence atypique, ne semble plus être un obstacle. Au contraire, elle attire l'attention. Le public commence à la remarquer. Mais de quelle manière? Rit-on avec elle? Ou rit-on de cette différence qu'on ne prend pas encore le temps de comprendre? La frontière est mince, presque invisible. Et dans l'univers de la comédie, cette ambiguïté peut devenir une arme ou une prison. Selon certaines critiques de l'époque,
Son style ne correspond pas au code classique. Trop direct, trop spontané, pas assez formaté. Mais c'est justement ce qui, peu à peu, la distingue. Elle ne joue pas comme les autres. Elle ne parle pas comme les autres. Et surtout, qu'elle ne cherche pas vraiment à corriger cela. Était-ce un choix assumé ou simplement l'impossibilité de devenir quelqu'un d'autre? Car derrière les premiers rires, derrière cette reconnaissance naissante, une image commence à se figer. Celle d'une femme drôle, accessible, presque familière. Une présence qui rassure, qui amuse, qui divertit. Mais à quel prix? Car plus cette image s'installe, plus une autre réalité disparaît. Celle d'une femme dont on ne connaît presque rien. Une vie privée protégée, rarement exposée. Peu d'interviews intimes, peu de confidences. Comme si, dès le début, une frontière invisible avait été tracée. Le public voit, le public rit. Mais le public ne sait pas. Et si cette distance, construite au fil des années, n'était pas un hasard, mais le premier indice d'un silence beaucoup plus profond? Car déjà, et sans que personne ne le remarque vraiment, Isabelle Mergo apprenait à maîtriser une chose essentielle, ce qu'elle montrait, et surtout ce qu'elle ne montrait jamais. Il y a une différence entre être connu et devenir familier. À un moment donné, sans que personne ne puisse vraiment dire quand, Isabelle Mergo cesse d'être simplement une actrice que l'on reconnaît. Elle devient une présence que l'on attend, une voix que l'on identifie avant même de voir le visage, une habitude. C'est dans l'univers de la radio que cette transformation prend toute son ampleur. Sur les ondes de RTL, dans l'émission Les Grosses Têtes, elle trouve un espace différent, plus libre, plus direct, moins contrôlé que le cinéma. Ici, il ne s'agit plus de jouer un rôle écrit par quelqu'un d'autre. Il s'agit de parler, réagir, exister dans l'instant. Et c'est précisément là que quelque chose se passe. Sa voix, autrefois perçue comme une anomalie, devient une signature. Son ton, parfois abrupt, parfois imprévisible, tranche avec les discours lissés. Elle ne cherche pas toujours à plaire. Elle ne filtre pas systématiquement ses réactions. Et dans un paysage médiatique souvent calibré, cette spontanéité attire. Le public écoute, réagit, s'habitue. Mais cette liberté a un prix, car dans un format où tout repose sur la parole, chaque mot compte. Chaque réaction peut devenir un sujet. Selon plusieurs séquences relayées par la presse, certaines de ces prises de position ont suscité des débats, parfois vifs, souvent divisés. Rien de suffisamment grave pour parler de scandale majeur, mais assez pour installer une tension. Était-elle simplement sincère ou inconsciente de l'impact de ses mots? Dans ce contexte, Isabelle Mergo occupe une position particulière. Ni totalement consensuelle, ni véritablement polémique. Elle évolue dans une zone floue, où l'authenticité peut être perçue comme du courage ou comme une provocation. Et pourtant, malgré ces frictions, sa place se consolide. Car le public ne cherche pas toujours la perfection. Il cherche quelque chose de plus rare, une impression de vérité. Mais quelle vérité exactement? Car plus sa voix devient identifiable, plus une autre question émerge, presque silencieuse. Et si cette spontanéité, que tout le monde croyait authentique, n'était en réalité qu'une autre forme de contrôle? Car dans un monde où tout se dit à voix haute, ce qui ne se dit pas devient encore plus lourd. Et derrière chaque éclat de rire, une chose reste étrangement absente, l'intime. Puis, presque à contre-courant de ce que beaucoup attendaient croire d'elle, Isabelle Mergo change de direction. Pas brusquement, pas avec fracas, mais avec une décision qui, rétrospectivement, apparaît comme un tournant majeur. Elle passe derrière la caméra. Pendant des années, elle avait été cette voix, ce visage, cette présence familière dans le paysage audiovisuel français. Une comédienne identifiée, une intervenante radio reconnue. Mais rien, en apparence, ne la destinait à devenir réalisatrice. Et pourtant, en 2005, elle signe « Je vous trouve très beau ». Un film qui surprend,
car il ne s'agit pas simplement d'une comédie. Il y a quelque chose de plus brut, de plus humain, de plus fragile. Une histoire qui parle de solitude, de rencontres inattendues, de ce besoin presque désespéré de ne pas rester seul. Le public répond. Le film attire. Et surtout, il est reconnu. Au César, Isabelle Mergo reçoit le prix du meilleur premier film. Une consécration. Mais aussi une question. Pourquoi maintenant? Pourquoi attendre si longtemps pour franchir ce cap? Était-ce un choix mûri ou une opportunité enfin saisie après des années d'attente silencieuse? Car derrière cette réussite, une autre lecture apparaît. Selon certains observateurs, ce passage à la réalisation n'est pas seulement une évolution artistique. Il pourrait aussi être une manière de reprendre le contrôle, de ne plus dépendre du regard des autres, de raconter enfin ses propres histoires. Et ces histoires ne sont pas anodines. Elles parlent souvent de personnages en décalage, de vies ordinaires traversées par des émotions profondes, de relations humaines marquées par l'absence, le manque ou le besoin d'être reconnu. Coïncidence ou projection? Car lorsque quelqu'un choisit de raconter ce type de récit, une question surgit presque naturellement. Parle-t-elle des autres ou d'elle-même sans jamais le dire? Et si ce succès, loin d'être un aboutissement, n'était en réalité qu'une autre étape dans la construction d'une image maîtrisée, qui ne laissait toujours rien passer de l'essentiel? Car même au sommet, même récompensé, même reconnu, quelque chose reste inchangé. On la voit, on l'écoute, on l'applaudit, mais on ne sait toujours pas. Avec les années, Isabelle Mergo s'installe dans une forme de constance rare, ni omniprésente, ni absente. Elle traverse les décennies sans rupture brutale, sans scandale majeur, sans disparition prolongée. Une trajectoire stable, presque discrète, dans un milieu pourtant connu pour ses excès et ses chutes spectaculaires. Cinéma, radio, télévision, théâtre. Elle circule entre les formats sans jamais se laisser enfermer dans un seul rôle. Une carrière construite sans bruit, sans stratégie apparente, mais avec une continuité qui intrigue. Car dans un univers où l'on existe souvent par le conflit, par la controverse ou par le choc, Isabelle Mergo semble suivre une autre logique. Elle ne provoque pas de scandale. Elle ne cherche pas l'exposition excessive. Elle ne nourrit pas la presse de révélations personnelles. Et pourtant, elle reste présente. Comment expliquer cette forme de longévité sans éclat? Selon plusieurs portraits publiés dans la presse, elle cultive une certaine distance, une manière de rester accessible à l'écran, tout en restant insaisissable en dehors. Peu d'éléments filtrent, peu d'histoires circulent, même sa vie privée, pourtant évoquée à travers quelques relations ou l'adoption de ses filles, reste globalement protégée, comme si une ligne invisible séparait constamment deux mondes. D'un côté, la femme publique, celle qui parle, qui rit, qui intervient, qui crée. De l'autre, une zone fermée, silencieuse, inaccessible. Et avec le temps, cette absence d'information devient presque anormale. Car dans une époque où tout se montre, où tout se partage, où chaque détail peut devenir un sujet, ne rien révéler devient en soi une forme d'exception. Une stratégie? Une protection? Ou simplement une habitude devenue réflexe? Car plus les années passent, plus cette discrétion soulève une question troublante. Peut-on construire toute une carrière sur la proximité, tout en gardant une distance aussi constante? Et surtout, que se passe-t-il derrière cette frontière que personne ne semble autorisé à franchir? Car ce que personne ne savait encore, à ce moment-là, allait transformer cette discrétion en énigme. Une information absente, un silence prolongé, et une vérité qui, une fois révélée, allait donner un tout autre sens à tout ce qui avait précédé. Dans un paysage médiatique où le moindre mot peut devenir une tempête, Isabelle Mergo n'a jamais été totalement silencieuse. Elle parle, souvent, et parfois, elle dérange. Sur les plateaux, à la radio, notamment dans les grosses têtes, son ton tranche.
directe, sans détour. Une manière de s'exprimer qui ne cherche pas toujours à lisser les angles. Et c'est précisément là que naissent les premières zones de friction. Selon plusieurs séquences relayées par la presse et les auditeurs, certaines de ces prises de position ont suscité des réactions contrastées. Des propos jugés trop francs, des opinions qui divisent, rien qui ne bascule dans un scandale majeur, mais suffisamment pour créer un malaise ponctuel, une tension. Car dans un environnement où l'on attend souvent des figures publiques qu'elles mesurent chaque mot, Isabelle Mergo semble parfois suivre une autre logique. Dire ce qu'elle pense, quitte à déranger. Était-ce une forme de liberté assumée ou une manière de rester fidèle à une image qu'elle avait construite au fil des années? Car plus ces moments s'accumulent, plus une perception se dessine, celle d'une femme authentique, mais aussi, pour certains, imprévisible. Et cette ambiguïté nourrit quelque chose de particulier. Une présence qui attire, mais qui ne rassure pas toujours. Une parole qui semble sincère, mais qui peut aussi être perçue comme excessive. Selon certains commentaires d'époque, cette liberté de ton aurait contribué à créer une distance avec une partie du public. Pas une rupture, pas un rejet massif, mais une forme de division. On l'écoute, on l'apprécie, mais on ne sait pas toujours sur quel terrain elle va se situer. Était-elle en train de franchir une ligne, ou simplement de refuser de s'y conformer? Car dans cette tension, une chose devient claire. Isabelle Mergo n'est pas une figure lisse. Mais ce qui intrigue le plus, ce n'est pas ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle ne dit jamais. Car pendant que certains débats occupaient l'espace public, une autre réalité se construisait, loin des micros, loin des plateaux, loin des regards. Une réalité évoquée plus tard, selon la presse, comme un combat discret, mené sans annonce, sans déclaration officielle. Et une question commence à s'imposer, presque malgré tout. Comment une femme aussi présente, aussi directe, aussi visible, a-t-elle pu garder le silence sur l'essentiel? Puis, progressivement, presque à voix basse, une information commence à circuler. Pas immédiatement, pas de manière officielle, mais à travers des recoupements, des témoignages, des révélations postérieures. Selon plusieurs sources médiatiques, Isabelle Mergo aurait mené, durant ces dernières années, un combat contre un cancer du poumon. Un combat dont le public n'a rien su. Aucune annonce claire, aucun communiqué, aucun moment où elle s'arrête pour dire « Voilà ce que je traverse ». Au contraire, elle continue, elle apparaît, elle parle, elle rit. Elle intervient comme si rien n'avait changé, comme si la maladie n'existait pas, comme si le temps ne se réduisait pas. Pourquoi? Selon certains proches évoqués dans la presse, elle aurait choisi de ne pas exposer sa maladie. Une décision personnelle, une manière de préserver quelque chose. Mais quoi exactement? Sa dignité? Son image? Ou simplement une part d'elle-même qu'elle refusait de partager? Car dans une époque où de nombreuses figures publiques rendent leur combat visible, où la maladie devient parfois un récit collectif, Isabelle Mergo fait le choix inverse. Le silence. Un silence total. Et ce choix interroge. Car il ne s'agit pas seulement de discrétion. Il s'agit d'un écart radical entre l'image publique et la réalité vécue. D'un côté, une femme présente, engagée, expressive. De l'autre, une lutte invisible, progressive, irréversible. Comment concilier les deux? Était-ce une forme de contrôle ultime ou une manière de ne pas être réduite à la maladie? Car en continuant à apparaître, à travailler, à parler comme avant, elle maintient une illusion, une continuité, mais une continuité fragile. Et lorsque la nouvelle de sa disparition tombe, le 20 mars 2026, quelque chose bascule. Selon les réactions relayées dans les médias, l'émotion est forte, mais elle est aussi accompagnée d'une surprise, d'une incompréhension. Beaucoup ne savent même pas. Certains découvrent. Et soudain, tout ce qui semblait cohérent ne l'est plus. Les dernières apparitions, les dernières interventions,
les derniers mots. Tout prend une autre dimension. Pourquoi personne n'a rien vu? Pourquoi elle n'a rien dit? Et surtout, jusqu'où peut-on aller pour protéger ce que l'on considère comme intime? Car ce silence, longtemps invisible, devient après sa mort l'élément central de son histoire. Un choix, une énigme, et peut-être la forme la plus dérangeante de scandale. Il y a des maladies qui détruisent lentement, et il y a des silences qui les accompagnent. Dans les mois, peut-être les années, qui précèdent sa disparition, Isabelle Mergo continue d'apparaître, moins souvent parfois, avec des absences que certains remarquent sans vraiment les comprendre. Mais rien d'assez évident pour alerter, rien d'assez clair pour inquiéter publiquement, car tout est tenu. Selon plusieurs observations évoquées après coup dans la presse, son comportement ne change pas radicalement. Elle reste fidèle à ce qu'elle a toujours été à l'écran, directe, vivante, présente. Comme si la maladie n'avait pas de prise sur cette image. Mais le corps, lui, suit une autre logique. La fatigue, les traitements, les effets invisibles. Tout ce qui ne se voit pas, mais qui s'accumule. Et au milieu de cela, une décision persiste. Ne rien dire. Ne pas interrompre. Ne pas expliquer. Ne pas transformer sa vie en récit médical. Était-ce une manière de rester maîtresse de son histoire, ou une façon de refuser d'être regardée autrement? Car dans ce choix, une solitude particulière apparaît. Pas nécessairement l'isolement physique. Elle n'est pas seule au sens strict, mais une solitude plus subtile. Celle de porter quelque chose que les autres ne voient pas. Celle de continuer à jouer un rôle, non pas au cinéma, mais dans la vie. Jusqu'où peut-on aller ainsi? Car maintenir cette apparence demande une énergie immense, une discipline silencieuse, une forme de résistance intérieure que personne ne mesure vraiment. Et pourtant, elle continue. Elle parle. Elle intervient. Elle existe dans l'espace public comme si rien n'était en train de s'effondrer en coulisses. Selon certains témoignages relayés après sa disparition, ce contraste a profondément marqué ceux qui ont découvert la vérité tardivement. Comme si, rétrospectivement, chaque apparition prenait un autre sens. Comme si chaque sourire cachait quelque chose de plus lourd. Mais à ce moment-là, personne ne sait. Personne ne voit la totalité de l'histoire. Et c'est précisément là que réside le point de rupture. Car plus le silence dure, plus la révélation finale sera brutale. Et une question commence à s'imposer, presque insupportable dans sa simplicité. Jusqu'à quel point peut-on disparaître, tout en restant visible? Car lorsque la fin arrive, elle ne laisse pas seulement un vide, elle laisse un décalage entre ce que l'on croyait voir et ce qui était réellement vécu. 20 mars 2026. La nouvelle tombe. Isabelle Mergo est décédée à Neuilly-sur-Seine à l'âge de 67 ans. En quelques heures, les médias s'emparent de l'information. Les hommages se multiplient. Les voix familières de la radio, les visages du cinéma, les figures de la télévision évoquent une femme libre, une artiste singulière, une présence qui ne ressemblait à aucune autre. Mais très vite, une autre dimension s'impose. Selon les informations relayées par la presse, la cause de sa disparition, un cancer du poumon, surprend une grande partie du public. Non pas par sa nature, mais par le fait qu'elle n'ait jamais été évoquée publiquement auparavant. Et c'est là que quelque chose bascule. Car ce qui aurait pu être un simple hommage devient aussi une relecture. Une relecture de ses dernières apparitions, de ses derniers mots, de ses silences. Tout est revisité. Chaque intervention prend un autre sens. Chaque rire devient ambigu. Chaque absence devient suspecte, rétrospectivement. Pourquoi personne n'a su? Pourquoi elle n'a rien laissé filtrer? Et surtout, pourquoi ce choix de disparaître sans jamais préparer le regard des autres? Le 30 mars 2026, lors de ses obsèques au cimetière du Père-Lachaise, l'émotion est palpable. Le public est présent. Les anonymes côtoient les figures du monde artistique. Un dernier hommage, ouvert, presque collectif,
Mais même dans ce moment, quelque chose reste suspendu. Car derrière les discours, derrière les souvenirs, derrière les mots choisis avec précaution, une question persiste. Discrète, mais tenace. Avons-nous vraiment connu Isabelle Mergo? Ou avons-nous seulement connu la version qu'elle avait décidé de montrer? Car ce décalage entre la femme publique et la réalité privée ne disparaît pas avec elle. Au contraire, il devient plus visible encore, et peut-être plus dérangeant, car une vie sans scandale apparent peut sembler limpide, compréhensible, rassurante. Mais lorsque cette même vie révèle après coup un silence aussi profond, elle laisse derrière elle une forme d'inachevé, une histoire dont certaines pages n'ont jamais été écrites, ou peut-être jamais montrées. Et une dernière question, impossible à éviter, faut-il tout dire pour être compris, ou certaines vérités ne peuvent-elles exister que dans le silence? Il y a des vies qui se racontent facilement, et puis il y a celles qui résistent. Isabelle Mergo a traversé plus de 40 ans de carrière sans scandale majeur, sans chute spectaculaire, sans révélation fracassante. Une trajectoire presque à contre-courant d'un monde qui se nourrit d'excès et de drames visibles. Et pourtant, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'elle a montré qui intrigue le plus. C'est ce qu'elle a choisi de taire. Une voix reconnaissable entre toutes. Une présence familière. Une femme qui faisait rire, qui parlait librement, qui semblait accessible. Et derrière cela, un espace fermé. Une frontière que personne n'a franchie. Selon les éléments révélés après sa disparition, ce silence n'était pas un vide. C'était un choix. Une manière de garder le contrôle. Ou peut-être de préserver une part d'elle-même que ni les caméras, ni le public, ni même la notoriété ne pouvaient atteindre. Mais à quel prix? Car aujourd'hui, en regardant son parcours, une autre lecture s'impose. Une lecture plus trouble, plus fragile, où chaque moment visible cache une part invisible. Peut-on vraiment connaître quelqu'un qui a construit toute sa vie sur cette séparation? Peut-on comprendre une histoire dont les éléments essentiels n'ont jamais été partagés? Et surtout, dans un monde où tout s'expose, où tout se commente, où tout se partage, le silence est-il encore une protection? Ou devient-il, lui aussi, une forme de mystère dérangeant? Isabelle Mergo laisse derrière elle une carrière solide, une voix inoubliable et une question que personne ne peut trancher. Une vie sans scandale apparent, est-elle vraiment une vie sans secret? Alors si vous voulez découvrir d'autres histoires, d'autres trajectoires, où la lumière cache parfois des zones d'ombre inattendues, abonnez-vous. Parce que certaines vérités ne se révèlent qu'à ceux qui acceptent de regarder au-delà de ce que l'on montre.